À la une ce soir. On est pas mal tous en campagne électorale, si on est honnête, là. En route vers l'élection, annonce de candidats et blitz de projets de loi à l'Assemblée nationale. Mais donnons-nous la mission d'en réussir 5 qui sont essentiels ou qui sont des bénéfices immédiats pour la population. Là, on est mieux de se concentrer et d'en réussir certains que d'essayer de toutes les faire. Le processus d'exhumation de bébé Atikamek entamé à Joliette. Il est où, Lauriana? Si il est vraiment là, dans un champ de maïs, dans un terrain de soccer, si c'est vraiment elle qui l'amène à Manoan. Deux nouvelles plaintes pour viol déposées contre Patrick Bruel, toujours en garde à vue. Patrick Bruel est en garde à vue, c'est un fait, c'est la justice qui l'a décidé, c'est la justice qui s'en est saisie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un soulagement. Il est 17h, voici votre nouveau info. Bonsoir tout le monde, bon lundi. Alors, c'est la dernière semaine de travaux parlementaires à Québec et le rythme s'accélère entre les derniers projets de loi déposés avant la pause estivale et les annonces de candidats en vue de l'élection d'octobre. La scène politique s'anime de différentes façons. Il y a la première ministre Christine Fréchette qui était à Lac-Mégantic aujourd'hui pour un soutien financier au démarrage d'une entreprise de la région qui a récemment fait faillite. Donc, Laurence, on peut dire qu'on sent deux choses, l'été qui arrive et la campagne électorale qui approche. Oui, tout à fait. Il y a tellement de projets de loi qui ont été déposés dans les derniers jours, les dernières semaines, que ça ressemble parfois plus à des engagements électoraux qu'à des projets de loi. Par contre, les travaux se poursuivent de façon intensive là, cette semaine et la première ministre là, qui était en point de presse à Lac-Mégantic aujourd'hui a dit souhaiter là, que son gouvernement adopte un maximum de projets de loi d'ici la fin de la semaine. Mais c'est un travail colossal là, qui attend les parlementaires. Aujourd'hui seulement, là, pour vous donner une idée, il y avait 5 études détaillées de projets de loi qui avaient lieu simultanément et tout ça va se poursuivre demain. On espère pouvoir encore adopter là, notamment le projet de loi 1 sur la Constitution du Québec, la loi Gaby-Renault, la loi sur l'hospitalisation forcée des personnes dont la santé mentale représente un risque, le projet de loi sur le redécoupage de la carte électorale. Et il y a aussi le projet de loi qui vise à interdire les boissons énergisantes aux personnes de moins de 16 ans, qui a été déposé vendredi dernier, qu'on souhaite adopter à la fin de la semaine. Il y a d'ailleurs des consultations qui auront lieu à ce sujet demain. Et pour les oppositions, bien, on est mieux de se concentrer sur certains projets de loi là, qui font davantage l'unanimité. On est mieux de se concentrer puis d'en réussir 5 correctement. Puis encore là, c'est pas garanti. Là, on regarde le volume pour les consultations. La rétroaction que j'ai, c'est que ce sera pas simple. Mais donnons-nous la mission d'en réussir 5 qui sont essentiels ou qui sont des bénéfices immédiats pour la population. Mieux vaut, qui embrasse trop mal étreint, là, on est mieux de se concentrer et d'en réussir certains que d'essayer de toutes les faire. Bon, justement, Laurence, parlant du Parti québécois qui a annoncé aujourd'hui son nouveau candidat qu'on peut qualifier de candidat vedette, là. Oui, tout à fait. Une annonce, un candidat à l'investiture dans la circonscription de Verchères, qui est l'ancien chef des communications à la SQ, Guy Lapointe, qui a aussi travaillé là, pour le BEI, plus récemment au service incendie de la ville de Montréal. Mais on l'a dit d'entrée de jeu, là, la campagne électorale se fait sentir. Là, depuis vendredi, là, on a reçu pas moins de 6 communiqués de presse de la part du Parti québécois, un autre du Parti libéral aujourd'hui, soit pour annoncer des candidats à l'investiture, des candidats qui ont remporté l'investiture. Et Paul Saint-Pierre Plamondon l'admet lui-même là, que même si la session parlementaire n'est pas encore terminée, bien, on est déjà en campagne électorale. On est pas mal tous en campagne électorale, si on est honnête, là. Quel été nous attend? Il y a quand même... le rythme d'investiture au Parti québécois s'accélère et il y en aura cet été. Donc, la vie du parti ne s'arrête pas parce que c'est l'été. Mais on est exactement là où on voulait être en termes de rythme puis de planification. Je pense qu'on a quand même tous hâte à ce qu'une élection permette de débattre des questions de fond. Donc, de nombreuses annonces un peu chez toutes les partis. Par contre, du côté de la CAQ, ce qui retient davantage l'attention, c'est les annonces de députés qui ne se représenteront pas aux prochaines élections. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait remarquer là, le PQ la semaine dernière, qui pointe du doigt l'effet Fréchette. Merci beaucoup, Laurence. Je vois le Canada avec le regard de quelqu'un qui l'a connu de près comme de loin, mais toujours avec admiration. Un pays qui n'a pas peur de se réinventer. Notre avenir est notre projet commun, un projet qui nous appelle à concilier les multiples perspectives qui façonnent
notre identité collective. L'ancienne juge de la Cour suprême, Louise Arbour, qui est officiellement devenue la nouvelle gouverneure générale du Canada, à la cérémonie qui a eu lieu au Sénat d'Ottawa sur la colline parlementaire où étaient réunis dignitaires, élus, juges, représentants de la communauté autochtone également. Je retrouve notre collaborateur à Ottawa. Bonsoir, Christopher. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, la nouvelle gouverneure générale qui a encouragé les Canadiens à voir grand, notamment, toi, qu'est-ce que tu retiens de son discours? Je retiens beaucoup de français. On va commencer avec ça. Ça faisait quand même une grande différence avec sa prédécesseur, Mme Simon. Alors, c'était un discours bilingue complètement, même possiblement légèrement majoritairement en français. Et c'était visiblement un message qu'elle voulait lancer, que c'est une institution bilingue qu'elle compte représenter autant ici au Canada qu'à l'étranger. Madame Arbour a quand même beaucoup parlé de son parcours, mais un peu étalé sa vision et ses craintes pour le Canada actuel. Elle a beaucoup d'espoir, dit-elle, et elle a averti, par exemple, qu'elle craignait quand même un peu les effets de l'intelligence artificielle. Et elle a aussi reconnu chez les jeunes Canadiens les craintes et les enjeux principaux auxquels ils font face en ce moment. On peut l'écouter. Et ne sous-estimez pas la chance que vous avez de grandir ici, même si vous êtes préoccupé à juste titre par les grands enjeux de notre époque. La santé de notre planète, la distribution inéquitable de la richesse et la violence des conflits armés. Il faut dire aussi que Louise Arbour a insisté sur les dangers de la polarisation. Absolument. En fait, elle a dit que non seulement la polarisation extrême était un danger, mais le consensus extrême aussi. Essentiellement un plaidoyer pour le franc-parler, mais aussi dans le respect. Alors, visiblement, Mme Arbour voit que la société canadienne et mondiale est de plus en plus polarisée et elle voulait se faire quand même rassurante, mais aussi réunir un peu tous les intérêts. Et c'est justement tous les intérêts un peu et la fabrique sociale du Canada qui était représentée, comme tu disais, dans la salle du Sénat aujourd'hui. Oui, en quoi son parcours, selon toi, de juge quand même à la Cour suprême, à la haute commissaire de l'ONU, influencé son rôle aujourd'hui? Bien, c'est sûr qu'elle comprend le protocole. On va se dire que ce sont des rôles avec un grand rôle protocolaire et diplomatique. Et son discours laissait un peu faire penser qu'elle va vouloir prendre un rôle quand même international. Le rôle de GG, elle peut beaucoup voyager, elle peut être une diplomate pour le pays. Et c'est l'impression qu'on a, c'est qu'elle va vouloir faire ça pour le Canada. Elle aura beaucoup de défis sur la planche quand même. Merci beaucoup, Christopher, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, bonne soirée. Merci. Une nouvelle vous fait réagir. Vous avez peut-être un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à m'écrire par courriel. Vous voyez présentement mon adresse à l'écran. Chaque été, pour plusieurs, arroser sa pelouse, bien, ça fait partie des petits plaisirs du quotidien. Mais derrière ce geste, en apparence anodin, se cache une réalité un peu moins verte. L'eau potable est une ressource sous pression. En Montérégie, certaines villes comme Saint-Hyacinthe et Vaudreuil-Dorion ont décidé de frapper fort en interdisant complètement l'arrosage du gazon. Sabrina Rivet. L'interdiction d'arrosage des pelouses s'appliquera désormais durant les mois de juin, juillet et août dès cet été. Cette nouvelle a eu l'effet d'une bombe pour certains citoyens de Saint-Hyacinthe. Puis 3 mois, c'est beaucoup, là, ce qui me paraît abusif. Depuis plusieurs années, la ville lutte pour éviter les surcharges à l'usine de filtration d'eau. L'été, c'est la période où la rivière Yamaska est à son plus bas niveau. Deuxièmement, c'est que la production de l'eau, ça a un coût. Ça coûte énormément cher de produire de l'eau. Et un des bémols, c'est que la municipalité de la Montérégie vend de l'eau à 6 municipalités, dont notamment Saint-Pie, Saint-Damas, Sainte-Marie-Madeleine et la Présentation. Et pour certaines de ces villes, il n'y a pas d'interdiction totale d'arroser pendant les mois de juin, juillet et août. Je ne veux pas être trop drastique, je ne veux pas les interdire, mais à un moment donné, il faut les aviser, ces municipalités-là. C'est peut-être pas logique. On est en train de regarder avec eux, pourvu qu'on leur fournit de l'eau, de leur demander d'avoir les mêmes règlements qu'à Saint-Hyacinthe. Et il y a de plus en plus de municipalités qui emboîtent le pas, notamment à Saint-Laurentide depuis le 1er juin. Il est strictement interdit d'utiliser l'eau de l'aqueduc pour l'arrosage des pelouses, le remplissage des piscines ou des spas. La situation que nous vivons a été causée par le développement effréné qui a connu la ville. C'est ce qu'elle a confirmé sur son site Internet. Je représente la communauté ce soir parce qu'on est très inquiète de la loi a passé de la ville qu'on ne peut pas arroser notre gazon. Du côté de Vaudreuil-Dorion, bien l'arrosage est carrément interdit
toute l'année. Depuis le 1er janvier 2026, le règlement interdit l'arrosage manuel, mécanique ou automatique d'une pelouse avec de l'eau potable, et ce, en tout temps. On a tout essayé, hein. C'est sûr que politiquement parlant, c'est pas un règlement qui est très bien reçu, mais c'est pour ça qu'on a pris la décision, nous, à cause des objectifs du gouvernement qu'il faut rencontrer, on a décidé d'économiser l'eau potable. L'hiver, on est encore on est plus que 181, mais l'été, on monte jusqu'à 600 litres d'eau par jour par personne. Fait que c'est ça qui est un peu, là, qui nous a mis un peu la puce à l'oreille. D'abord, est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus souvent? Oui, tout à fait. On le voit dans les dernières années, notamment avec la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. On a mis en place au gouvernement du Québec un modèle de règlement où est-ce qu'on vient encadrer l'arrosage, parce qu'avant, c'était un peu bar open, le symptôme du gazon vert. Ouais. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on va être plus efficace. Puis pour être plus efficace, mais ça fait partie des stratégies. Il y a des villes, Saint-Hyacinthe, mais il y en a beaucoup d'autres au Québec qui sont aux prises aussi avec soit leurs infrastructures ou soit au niveau de leurs sources en eau sont limitées. Accroissement de population, crise de logement bien exacerbée. Et aussi, évidemment, changement climatique. Oui. On sait combien qu'on paye pour notre hydroélectricité. On n'a aucune idée de qu'est-ce qu'on paye pour nos services en infrastructure en eau. Et ça, c'est un enjeu parce qu'on a une grande apparence de gratuité. Garder mon puits. Et puis, donc, je paye l'eau de la ville, mais je suis autonome. J'ai pas d'inquiétude. Moi, mon gazon va être vert. À Saint-Hyacinthe, Sabrina Rivet, pour Nouveau Info. Plus de 200 logements abordables destinés aux familles et aux personnes seules vont voir le jour dans le centre-ville de Montréal. L'important chantier de l'avenue de Lorimier représente des investissements de 81,5 millions de dollars, dont près de la moitié financés par Québec. Le projet s'inscrit dans l'ensemble immobilier Esplanade Quartier de quelques 400 unités du promoteur Prével. Ouais, tu m'as dit pourquoi? Où t'es vite teinté? Sale pute de merde, tu m'as entendu tout le long là-bas, sale pute. Puis quand tu es sorti, t'es venu m'arrêter. Non, je suis là, puis j'attends. Ferme ta gueule, sale pute, tu m'attendais là-bas tout le long. Dès que je suis Vous vous rappelez certainement de cette scène qui a largement circulé sur les réseaux sociaux. Une agente du SPVM qui se fait insulter par un automobiliste. Il faut savoir qu'il n'existe toujours aucun règlement à Montréal qui interdit d'insulter les policiers. C'est ce que déplore la fraternité. Je joins d'ailleurs le président Yves Francoeur. Bonsoir. Bonsoir, Mme Bergeron. Donc, vous demandez au gouvernement d'agir depuis déjà un petit bout de temps. Là. Pourquoi il n'y a toujours pas de réglementation? Écoutez, selon nos informations, les discussions que nous avons avec la direction du service de police et avec la direction générale de la Ville de Montréal, le règlement serait présentement en écriture. Et nous sommes dans l'attente d'une rencontre avec la mairesse la semaine prochaine. Et nous avons bon espoir de voir l'arrivée d'un règlement et surtout de voir son application le plus rapidement possible. Oui, parce que la fraternité a même commandé un sondage pour voir si vous aviez l'appui de la population? Effectivement, en fin de compte, le sondage léger est venu confirmer la perception que nous avions de la population, c'est-à-dire que 85% des gens trouvent tout à fait inacceptables les propos tenus à l'endroit de notre policière et 70% des gens sondés, je le répète, seulement sur l'île de Montréal par la firme Léger, sont en faveur d'un règlement nous donnant le pouvoir d'intervenir, d'émettre une contravention lorsqu'un individu insulte ou injure un policier. Et Léger a même sondé les personnes nées à l'extérieur du Canada parce que c'était un argument de la mairesse compte tenu de la composition culturelle de Montréal. Et 75% des gens, dont 5% de plus que les Québécois de souche, les gens nés à l'extérieur de Montréal, sont en faveur aussi d'un tel règlement. Donc, nous, on espère que ça va procéder le plus rapidement possible. Oui, parce qu'un règlement comme ça existe à Québec, à Sherbrooke. M. Francoeur, ça fait quand même longtemps que vous êtes dans le milieu. Est-ce que c'est pire aujourd'hui qu'il y a 5 ou 10 ans? Là, je parle des injures que les policiers peuvent recevoir sur le terrain. Oui, effectivement, c'est pire. Dans l'événement que tout le monde connaît, on parle d'une policière, mais c'est fréquent autant chez nos policiers que chez les policières. L'événement des réseaux sociaux, les gens sont moins gênés. Disons que j'allais dire que c'est un phénomène de société, mais les nouvelles générations, la notion de respect n'est pas la même. C'est très malheureux d'en arriver avec un règlement comme ça, mais je tiens à préciser
préciser aussi que, selon nos collègues de Québec, c'est un règlement comme celui-là qui leur a permis de reprendre le contrôle sur la Grande Allée à Québec. Et même ce que l'on nous dit présentement, c'est que les billets émis à Québec sur la Grande Allée présentement le sont presque exclusivement à des Montréalais. Ah oui, bon. Bien, merci beaucoup. On va suivre cette réunion, peut-être cette rencontre prévue d'ici le mois de juin. Merci beaucoup, M. Francoeur. Merci, bonne soirée. Parlant de policiers, justement, ils ont été pas mal occupés samedi en raison de pièces pyrotechniques utilisées dans le quartier Saint-Henri, à Montréal. Il faut savoir que cette année, les règles ont changé. C'est une nouvelle loi qui interdit désormais leur utilisation et même leur possession lors d'événements publics. Lily Mercure. Cette vidéo n'est pas de l'intelligence artificielle. Une centaine de feux de détresse ont été lancés dans le ciel de Saint-Henri samedi soir. Plus précisément, entre le canal La Chine et des habitations tout près de la rue Léa Robac, à la suite d'une victoire sportive. Quasiment le pont au complet. Il faisait un L. Puis là, ils faisaient ça comme ça. Puis là, ils ont tout lancé ça. Ça a parti partout. Et vous êtes de l'autre côté? Moi, je suis dans le bloc ici, mais on voyait les feux d'artifice partir. Il y en avait. Je me suis dit, mon Dieu, ça peut rentrer dans une vitre. Puis les pompiers sont même arrivés puis ont monté sur les toits pour vérifier parce qu'ils avaient peur avec le feu. C'était comme si on était en plein stade de soccer. On n'avait jamais vu ça dans le coin. Je comprends que les gens veulent célébrer, mais quand c'est fait comme ça, c'est dangereux. Ça aurait pu causer des incendies. Il y avait plein de cyclistes qui passaient et tout, là. Un artificier explique les risques d'utiliser de tels produits. Les petites lumières rouges que tu vois, dans le fond, c'est quelque chose qui est en fusion. C'est quelque chose qui est en train de brûler. Fait que c'est pas conçu comme, tu sais, les feux d'artifice vont être conçus pour, à un moment donné, arrêter de brûler avant de pogner le sol, là. Mais ça, ben, tu sais, ça brûle vraiment longtemps. Depuis quelques semaines, les fumigènes et les feux d'artifice illégaux s'accumulent à Montréal. On n'a qu'à penser aux séries éliminatoires au hockey. Un enfant de 4 ans avait même été blessé durant des célébrations sportives dans le quartier Saint-Michel. La loi 13, adoptée en avril dernier, interdit les feux d'artifice lors des rassemblements ou des manifestations. Les contrevenants s'exposent à des amendes entre 500 et 5 000 $. C'est quand même un nouveau phénomène, mais très, très, très préoccupant parce que c'est de plus en plus et c'est très dangereux. Dans un milieu urbain comme Montréal, c'est pour ça qu'on demande beaucoup la collaboration des citoyens. Dès qu'il y a utilisation de pyrotechnique, n'hésitez pas, appelez le 911. Puis on le voit sur les événements sur le terrain. Vous avez parlé du match des matchs du Canadien, mais on le voyait, les gens avaient peur. Chaque produit qui est vendu ici au Québec, au Canada, ont une étiquette d'installation et d'utilisation à l'endos du produit. Jamais mention qu'on peut tirer ça en 2 buildings au centre-ville de Montréal. La Coupe du monde de soccer commence jeudi. À quel type de célébration faut-il s'attendre? Eh bien, les policiers auront des yeux partout sur le terrain. Rendons-nous à Saguenay pour discuter avec Xavier, parce qu'il y a un corps qui a été découvert, Xavier, hier avant midi, là, tout près des berges dans l'arrondissement de la Baie. Effectivement, c'est un piéton là, qui marchait près des berges de la baie, pas trop loin du chemin des Battures, qui a trouvé un corps inanimé. Et le service de police de Saguenay mène une enquête et est actuellement à la recherche du véhicule de la victime. On parle ici d'une Subaru Impreza 2019 de couleur argentée, immatriculée E18ARG. Et le service de police de Saguenay demande à quiconque qui pourrait apercevoir le véhicule de le contacter, bien évidemment, et de rester à l'affût, mais surtout de ne pas y toucher si on venait à trouver le véhicule, puisque ça pourrait brouiller des pistes, surtout que ça pourrait être encore un cas d'une mort suspecte. Donc, pour ne pas brouiller les pistes, le SPS demande de ne pas toucher au véhicule. C'est les éléments recueillis sur place, les témoignages des gens. Est-ce qu'il y a des témoins? Est-ce qu'on a des objets? Est-ce qu'il y a d'autres scènes aussi là, à vérifier? Tout est encore à évaluer, là, à savoir le moment là, du décès, puis aussi essayer de vérifier si la thèse criminelle là, peut être retenue. C'est toujours au moment où on se parle là, une enquête ouverte pour une mort cause inconnue.
J'en profite également pour mentionner 2 autres événements là, qui se sont produits en fin de semaine. Premièrement, une personne a été agressée samedi matin près de l'hôpital de Chicoutimi, mais a reçu les soins nécessaires. Ce serait lié à une dette de drogue, mais ce ne serait pas lié à la guerre de redevances. Et dimanche, il y a également un motocycliste dans la vingtaine qui a perdu la vie à Saguenay. Une collision frontale serait survenue dans le secteur Lac-Kenogami. Alors, ça a été une fin de semaine assez mouvementée ici à Saguenay. Là. Merci beaucoup, Xavier. Ça va complètement ailleurs maintenant. Colorés minimalistes et complètement viraux. Les dot cakes envahissent TikTok et Instagram depuis des mois. Maintenant, la tendance arrive au Québec où des commerçants misent sur ces petits gâteaux pour attirer une nouvelle génération de clients. Mon collègue Elliott Tremblay s'en lèche encore les doigts. On est rendu environ à 500 en 3 jours. Et ça ne fait que commencer! Le dot cake est devenu complètement viral sur les réseaux sociaux récemment. C'est un type de gâteau qui a vu le jour à New York et certaines pâtisseries québécoises ont décidé de l'adopter. Chez Géraldine à Longueuil, ils sont sur le menu depuis seulement quelques jours et déjà, ça se vend comme des petits pains chauds. Bien, moi, je pense que là, on a un pic. Bien, on est juste dans le début de la vague. Je pense qu'on a pour un 2-3 mois facile. Je pense que ça va être le produit de l'été. Un dot cake, c'est 3 tranches de gâteau, du crémage en sandwich et encore plus de crémage sur le dessus qu'on trempe dans des bonbons. Et ce qui rend le tout spécial, c'est le petit contenant en carton. Je sais pas ce qu'il y a de magique là-dedans. Moi, j'étais la première à être super sceptique. Là, je me disais, on est encore dans le suremballage. Mais j'en ai pris un en écoutant un film un soir, puis j'ai fait, OK, ouais, il y a vraiment quelque chose. Il y a quelque chose d'extrêmement réconfortant dans le fait que ce soit un petit contenant individuel. Et ce petit format coûte entre 10 et 12 $, dépendamment de la saveur. Ce qui rend le produit beaucoup plus accessible que d'autres gâteaux qui ont fait fureur sur Internet dans le passé. Il y a eu la trend des lambettes et tout, mais c'est des produits qui étaient moins accessibles financièrement parce que c'était des gros gâteaux. Là, on est quand même dans un produit qui est accessible à plein de gens. Donc, je pense que c'est ça qui crée cet engouement-là aussi. Fait que vous avez vu ça sur Instagram? Ah, ma conjointe n'arrête pas de voir ça. Elle voit ça toujours sur Instagram. Les avez-vous déjà goûté, les dot cakes, ou c'est la première fois? Ah non, c'est la première fois, ça. Ça, c'est la première fois. Ça fait pas longtemps que vous les faites, ceux-là. Non, ça fait 5 jours. C'est pour ça que moi, je n'ai pas goûté encore. Je te dirais que depuis que le trend est sorti, on voit beaucoup de nouveaux visages, qui est extrêmement positif pour nous. Mais les clients réguliers, ils en prennent un systématiquement. Mais les nouveaux visages, ça fait du bien depuis jeudi dernier de les voir arriver. Là. C'est toujours plaisant pour des petits commerçants. Par rigueur journalistique et uniquement par rigueur journalistique, il fallait que j'achète un dot cake pour y goûter. Ben, c'est du gâteau dans un pot en carton, hein? Donc, évidemment que c'est bon. Pas facile, ma job aujourd'hui. À Longueuil, Elliott Tremblay pour Nouveau Info. L'animatrice d'affaires publiques du 106.9 FM en Mauricie, Valérie Renaud-Martin, fait le saut en politique provinciale. Elle va être candidate pour le Parti libéral dans la circonscription de Trois-Rivières. Le chef Charles Millard a vanté son expérience dans les médias et son implication municipale lors de l'annonce en marge du Conseil général du PLQ ce week-end à Sherbrooke. Valérie Renaud-Martin a été conseillère à Trois-Rivières avant de briguer la mairie en 2021. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. L'Iran et Israël mettent fin à l'escalade militaire après un week-end marqué par des tirs de missiles. 2 nouvelles plaintes pour viol déposées contre Patrick Bruel. On en discute avec un correspondant. Et moins de 3 jours avant le début de la Coupe du monde de la FIFA, la frénésie gagne Montréal. Mais d'abord, des années de questions, de doutes sans réponse. Aujourd'hui, une étape importante est franchie pour la famille de Lauriane Echaquan. Vous savez, c'est un bébé à Tikamek qui est disparu après un passage à l'hôpital de Joliette. Les travaux d'exhumation ont commencé, un moment difficile pour les proches, mais essentiel dans leur quête de vérité. Marie-Claude Paradis est sur place. On en est où, d'ailleurs, en ce moment? Bon, Marie-Christine, les recherches sur un premier site sont maintenant terminées. On n'a rien trouvé. La famille l'a appris quand même avec une certaine déception, mais c'est pas terminé. Derrière moi, on voit présentement, il y a des pelles mécaniques. Jusqu'à 2 minutes environ, Marie-Christine, les pelles mécaniques étaient à l'œuvre pour enlever une première couche de terre. Ensuite, on fait des recherches un peu plus délicates pour être certain de ne pas abîmer la sépulture éventuellement de Lauriana Echaquan. Il y a 2 autres sites qui seront fouillés. Donc, la famille qui garde espoir de retrouver le petit bébé, ça fait 53 ans qu'ils attendent. Il faut savoir aussi que Lauriana Echaquan, c'est la 5e fois qu'on autorise l'exhumation de bébé, que la Cour supérieure donne donc son feu vert. Alors, on vous présente ce soir des images qui sont vraiment inédites. Voici mon reportage.
énergie pour les proches de la petite Lauriana Echaquan, un bébé atikamekw admis à l'hôpital de Joliette en 1973, porté disparu depuis ce temps-là. Aujourd'hui, les travaux d'exhumation du petit corps commencent. Vous voyez ce site derrière moi, c'est un des 4 sites identifiés au cours des 2 dernières années. Alors la famille a plus que jamais espoir de la retrouver et surtout de la ramener à Manawan. C'est une grosse journée pour moi, une grosse journée. Puis ça a été dur. Quand j'ai vu les chapiteaux tantôt, quand je suis arrivée, j'ai pleuré. Puis là, j'ai dit, c'est dur, on est rendu là. On a été à la cour à la fin avril pour faire autoriser l'exhumation. La juge a autorisé 4 sites où on peut procéder à des travaux d'exhumation. On va y aller comme ça, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on soit en mesure de retrouver des petits ossements. Là. Ce terrain de soccer était à l'époque un champ de maïs. On est pourtant à 2 pas du cimetière. C'est vraiment elle, il m'avait dit qu'elle l'amène à Manawan. Pourquoi ta famille avait des doutes? Parce que le cercueil en styrofoam était grand, alors que ta sœur, il y avait 2 mois et demi. C'est souvent, j'entendais mes parents pleurer, surtout ma mère. C'est la coroner Jeanne Kamel qui supervise les travaux d'exhumation de la petite Lauriana Echaquan de Manawan, la même coroner responsable de l'enquête sur le décès de Joyce Echaquan, une femme atikamekw qui était morte dans des circonstances troublantes à l'hôpital de Joliette. En combinant les résultats des chiens et des géoradars et aussi le témoignage de la famille, c'est comme ça qu'on a identifié les 4 secteurs. Ça se peut-tu qu'il y ait d'autres enfants qui auraient été mis là, puis on ne le sait pas? Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que Lauriana est à quelque part ici. Si on trouve Lauriana, il faudrait qu'on recommence, nous autres, pour faire des recherches encore. J'en ai 2 sœurs encore de plus, là. Si on trouve des ossements, le petit corps va être transporté à Montréal, au laboratoire des sciences judiciaires puis de médecine légale pour faire des tests d'identification. Si on a une identification positive, à ce moment-là, Lauriana va être ramenée à Manawan dans sa communauté pour être inhumée avec les siens. Les travaux d'exhumation de Lauriana Echaquan sont autorisés pour une période de 3 semaines, avec possibilité d'étirer si besoin. Sont-ils proches du but? Un petit peu, oui. À Joliette, Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info. Scène internationale maintenant, des explosions retenties en Israël et en Iran hier et aujourd'hui. Pourtant, un cessez-le-feu entre les 2 pays est en vigueur depuis le 8 avril. Il s'agit des premières frappes réciproques depuis le début de la trêve. Ces attaques surviennent alors que le président américain a exigé qu'Israël et l'Iran arrêtent de tirer. Le président Trump, qui n'a d'ailleurs pas caché son désaccord avec le premier ministre israélien. Salut Yves. Salut Marie-Christine. Alors, le président Trump qui donne des ordres et les frappes continuent, qu'est-ce que ça te dit sur le contrôle qu'a le président américain sur la situation en ce moment? Il ne la contrôle pas, la situation, Marie-Christine, et c'est ça qui l'exaspère, parce que la guerre était à peine commencée, qu'il disait qu'elle était finie. Il parlait d'une excursion. Il disait que ça prendrait 2 ou 3 jours. Et là, ça fait plus de 100 jours qu'elle dure, cette guerre. Et il croyait avoir détruit complètement les capacités militaires iraniennes. C'est pas le cas. L'autre chose, c'est que ce qu'il ne contrôle pas, c'est Israël. Et Israël est en guerre avec le Hezbollah, du côté du Liban, qui est un allié de l'Iran, qui est financé et armé par l'Iran. Et donc, tant qu'Israël continue à bombarder le Liban pour détruire le Hezbollah, les Iraniens ne veulent pas faire la paix, entre guillemets. Et donc, ce jeu-là est beaucoup plus compliqué que ce que Donald Trump disait. Il a sous-estimé plusieurs aspects. Complètement. Et c'est pour ça que, d'après les rapports qu'on a eus, des hauts gradés militaires lui disaient, écoutez, vous pouvez la faire, votre guerre, mais voici ce qui va arriver. Le détroit d'Ormuz peut être bloqué. Et puis, ensuite, il peut y avoir des répercussions là, puis il peut y avoir un conflit régional. Et l'Iran attaque différents pays. Et là, Israël se rend compte aussi que l'Iran peut leur envoyer des missiles. Bon, alors là, les plus récentes nouvelles, c'est que, Israël et l'Iran ont arrêté de s'envoyer des bombes pour l'instant. Pour l'instant, c'est bien Pour l'instant. Alors, parce que, évidemment, eux autres aussi ont leurs propres enjeux. Mais Donald Trump, il ne contrôle pas le jeu. Il pensait qu'il pouvait tout contrôler. Et on le sent davantage irrité, impatient. D'ailleurs, on l'a vu lors d'une entrevue en fin de semaine à NBC. Il a complètement
quitter le plateau. Oui. On va écouter. And I've given you enough time. You ought to straighten out your press because you know what? A country can never be great with a dishonest press. Listen, we traveled all the way to Wisconsin for this interview. Bon, il décide de quitter comme ça. C'est pas la première fois qu'il fait ça, mais ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas fait. Alors, le journaliste qui le suit en arrière. Oui, en disant, je me suis rendu au Wisconsin, allez-vous-en pas. Mais ça fait plusieurs événements qui font pas l'affaire du président au cours des dernières semaines. Il n'y a pas des bonnes semaines. D'abord, il y a des problèmes au Congrès. Quand il est arrivé, Marie-Christine, la première année presque et demie, là, il faisait passer ce qu'il voulait. Tous les candidats dans tous les postes qu'il voulait, ça allait comme sur des roulettes. Ouais. Et là, tout d'un coup, on commence à lui dire non. On commence à voter des choses contre lui. Là, il vient de nommer un nouveau procureur général qui est son ancien avocat personnel. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Il y a plusieurs sénateurs qui ont dit il n'est pas question qu'on confirme ce gars-là comme procureur général. Et donc, il n'est pas de bonne humeur. Le prix de l'essence est encore élevé. La guerre, elle n'est pas réglée. Les Israéliens font semblant de l'écouter, mais ne l'écoutent pas. Et il aime avoir le contrôle ou avoir l'air d'avoir le contrôle. Ça, c'est bien important. Et là, bon, ben, il va avoir des fêtes. Il va avoir son combat d'UFC devant la Maison-Blanche. Peut-être que ça va le mettre de bonne humeur. Oui, on va l'espérer. Merci beaucoup. À demain. À demain. À Paris maintenant, le chanteur Patrick Bruel est toujours en garde à vue après avoir été arrêté tôt ce matin. Le bureau du procureur de Nanterre a annoncé qu'il doit être interrogé pour 13 présumées victimes. 2 nouvelles plaintes de viol aussi s'ajoutent à cette longue liste. On fait le point avec notre correspondant à Los Angeles, Henri Arnaud. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et juste tout de suite pour te préciser, si on se parle depuis la Californie, c'est parce que Patrick Bruel, depuis plus de 15 ans, passe une grande partie de l'année ici à Los Angeles où vivent ses 2 fils avec son ex-épouse. Merci de la précision, Henri. Il faut parler du système de justice qui est quand même différent en France comparativement au Québec. Explique-nous, le Patrick Bruel peut être gardé détenu pendant 48 heures et est-ce le moment pour lui de donner sa version des faits? Oui, c'est exactement ça. Il y a de grandes chances qu'il passe la nuit en garde à vue. Les enquêteurs ont jusqu'à 48 heures pour lui poser des questions auxquelles il peut refuser de répondre. Mais après ces 48 heures, il faut absolument qu'il soit déféré devant un juge d'instruction qui va avoir les options de le mettre en témoin assisté, de démarrer cette enquête contre lui ou de le libérer tout simplement. Mais au vu des accusations, il y a peu de chances que Patrick Bruel soit libéré sans qu'il y ait une réelle enquête approfondie. Oui, parce qu'il y a beaucoup de victimes quand même présumées, je le disais, plus d'une dizaine. Et qu'est-ce qu'on sait là, des 2 nouvelles plaintes déposées? L'une des 2 est une ancienne Miss Alsace lors du concours Miss France 2016. L'autre est une kiné. Et c'est là où toutes ces accusations sont concordantes. Hein. Toutes ces femmes parlent d'attouchement, d'agression sexuelle, certaines de viol. Il y a maintenant plus d'une dizaine de femmes, ce qui va certainement être davantage problématique pour la défense et l'avocate de Patrick Bruel. Bon, évidemment, en France, tout le monde suit les étapes de ce processus judiciaire. On sait également, Henri, que des dates de concert sont déjà annulées au Québec, mais aussi en France. Est-ce que toute sa tournée est compromise? C'est pas toute la tournée pour le moment qui est compromise. Patrick Bruel, qui est aussi le producteur de ces shows, a pris la décision la plus sage d'annuler toutes les participations au festival. Ce qui veut dire qu'il espère toujours sauver sa tournée d'automne et d'hiver dans ce qu'on appelle les zéniths en France, qui sont de très grandes salles, car c'est là évidemment où il y aurait le plus grand nombre de fans et le plus d'argent pour lui à faire. Pour l'instant, ces dates sont maintenues, mais quelque chose qui pourrait aussi être très ennuyeux pour Patrick Bruel, c'est si le juge d'instruction lui interdit de quitter le territoire français, car encore une fois, il est attendu ici par ses 2 fils en Californie, où il a l'habitude de passer énormément de temps chaque année. Oui, Patrick Bruel qui continue de nier ces allégations. Henri Arnaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Un plaisir, Marie-Christine, à bientôt. Un film d'horreur réalisé par un YouTuber génère des millions de dollars au box-office. On en parle au retour.
Le plus grand spectacle du soccer mondial s'amène en Amérique du Nord. Dès jeudi, la Coupe du monde va débuter avec 48 pays, 104 matchs et des millions de partisans au rendez-vous jusqu'au 19 juillet. Si Toronto et Vancouver accueilleront une partie de l'action, bien Montréal, elle, sera loin des terrains, mais certainement pas loin de la fête. Lila Mouche fait le point. Est-ce que vous allez regarder les matchs de la Coupe du monde? Je regarde pas ça. Toi, tu regardes ça? Ah, Iris, peut-être que je vais regarder. 100%. 100%, je regarde la Coupe du monde. Est-ce qu'il y a une équipe que tu soutiens en particulier? Moi, la France. Non, mais écoute, pas un grand fan de foot, mais je pense que juste le fait que ça se passe Canada, Mexique, États-Unis, ça peut être attiré mon attention. Si la France sera en quart de finale uniquement. Ah, le Canada. Le Canada. Je vais les regarder, ouais. Ah, vous avez sélectionné votre équipe? La France, évidemment. Maroc, je suis marocaine. Le soccer est le sport le plus pratiqué au Canada et il est le sport qui connaît la plus forte croissance au pays. Ça a l'air que finalement, il y a beaucoup de gens qui jouent au foot ici. Ah oui, ben, ça fait déjà plus de 30 ans que c'est le sport le plus pratiqué. La Fédération de Soccer Québec a le plus de membres. Il y a plus de 200 000 membres inscrits qui jouent au foot tous les jours sur tous les terrains comme nous sommes en ce moment. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un décalage entre cette popularité sur les terrains et l'exposition médiatique qui est donnée à ce sport. À Montréal, on n'aura pas de match, mais on s'organise comme on peut pour justement faire partie de ce grand mouvement et je pense que tout de même, on va passer un beau 40 jours de foot. À Montréal, des matchs s'organisent pour accueillir les fans et c'est le cas à la Grande Bibliothèque. Oui, en collaboration avec Soccer Québec, BANQ organise des activités et des diffusions de matchs. En fait, l'idée de cette programmation, elle part d'un constat simple auquel nous, on croit fort à BANQ, à Bibliothèque Archives Nationale du Québec, c'est que le sport, c'est de la culture et le soccer, c'est de la culture aussi. À partir de demain, mardi 9 juin, une programmation complètement soccer intitulée Le Québec devient soccer et on va offrir donc un espace dédié, le Salon Soccer, dans lequel vont se dérouler toute une série d'activités sur le soccer. Donc on va avoir des projections d'images d'archives qui vont mettre en valeur la richesse de nos collections sur cette thématique du soccer et qui vont montrer à quel point ce sport est un sport qui a un ancrage et toute une histoire déjà chez nous au Québec qui ne date pas d'hier. Et des rencontres, à commencer demain, le mardi 9 juin, par une table ronde sur la thématique « Le soccer, nouveau sport national ?» point d'interrogation. Alors on pose cette question avec un peu de malice, mais on a des invités de renom pour discuter de cette thématique passionnante et ô combien d'actualité, notamment le capitaine du CF Montréal, Samuel Piette, qui nous fera l'honneur d'être avec nous. Et à Montréal, une toute première fan zone est en train de voir le jour. C'est ça l'idée en fait d'une fan zone, c'est vraiment être au même endroit, réunir plusieurs personnes qui peuvent regarder le match ensemble. Donc ça dépasse en fait, si tu veux, le simple fait de regarder un match. C'est la communion en fait, c'est le partage, être avec d'autres personnes, des passionnés, des personnes d'autres pays. La fan zone, on l'ouvre le jeudi 11, donc avec le premier match Mexique-Afrique du Sud. Donc c'est une journée porte ouverte, tout le monde est invité à venir vraiment au 8 rue Queen dans le Vieux-Port, pas loin du métro Square Victoria, très accessible. Pour suivre le Canada, premier match ce 12 juin contre la Bosnie-Herzégovine à Toronto. Et Nouveau Info sera sur place. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. C'est Raphaël qui va couvrir la scène culturelle cet été. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Marie-Christine. Grand bonheur d'être là. Oui, bien, tant mieux. On est bien contents aussi. Parle-moi de films d'horreur qui se hissent en haut du box-office. Et le film numéro 1 en fin de semaine, c'est une parodie de film d'horreur et c'est celui-là. Oh, fais chier. Oh non, elle s'est fait poignarder. Pourquoi elle d'abord? Les pronoms inclusifs, ça vous dit rien? C'est elle s'est fait poignarder. Nous revoilà! OK, c'est un mélange d'horreur et de comédie. Film de peur qui est de retour après 13 ans d'absence. Et donc, c'est le 6e de la franchise. Et donc voilà, c'est ce qui est au sommet des palmarès. Mais il y a un vrai film d'horreur quand même qui attire l'attention, c'est Obsession. Et quasiment un record pour ce film-là parce que c'est à son 2e et 3e week-end qu'il a obtenu le plus d'argent au box-office. Contrairement, habituellement, c'est la première fin de semaine qui compte le plus. Mais là, c'est le 2e, 3e week-end où est-ce que le film Obsession fait le plus d'argent. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était en 82 avec le film E.T. Donc, c'est très rare comme phénomène. Je pense que E.T., c'était plus mon genre. Ah, plus oui, Obsession. Toi, t'étais pas né. Oui. OK, Charlie Charlie XX qui dévoile les dates de sa prochaine tournée. Prochaine tournée qui va se dérouler en nord-américain. Ça va être en septembre et on va retrouver, entre autres, cet extrait SS26 qui va se retrouver sur son prochain album.
Ça va débuter en septembre, tournée qui s'intitule Music Fashion Film. Et il y a quelque chose de vraiment chouette avec cette tournée-là, c'est que les billets pour les concerts, bon, c'est vendredi qu'on va mettre la mise en vente, mais il y aura billets Angel Tickets. Ça va se passer au mois d'août. Donc, vous achetez ces billets-là, 20 quantité limitée. Mais vous savez pas, vous êtes assis où? Êtes-vous ces genoux de Charlie XCX ou si vous êtes dans le fond de la salle? On le sait pas. Mais c'est concept original pour oui, pourquoi pas. Hey, Rihanna qui est émue par un cadeau spécial de la part d'une fan. C'était pas un diamond, c'était un cordon perlé qu'une agente de bar lui a remis pendant son vol vers Montréal. Vous voyez les images qui font le tour du web. Paraît-il que Rihanna est pareille comme à TV. On l'aime, elle est fine, puis elle dit que ce cadeau-là, elle l'oubliera jamais. Elle le perdra pas non plus. Un beau cadeau. Merci beaucoup, mon cher. On se retrouve demain. À demain. Andréane, Yannick, bonsoir. Bon lundi. Bon lundi. On parle de tennis. L'ascension de Félix Auger-Aliassime au classement de l'ATP se poursuit? Ben oui, effectivement, parce qu'il y a Félix Auger-Aliassime qui était déçu d'avoir été éliminé en quart de finale lors du tournoi de Roland-Garros. On sait le tableau était grand ouvert pour lui, mais malgré tout, ce résultat-là lui permet de grimper au 4e rang mondial. Alors, c'est déjà très bien. Il n'est que devancé que par Yannick Sinner, Carlos Alcaraz et Alexander Zverev. Mais c'est surtout son meilleur rang, donc depuis le début de sa carrière professionnelle. Et là, tranquillement, pas vite, on commence à penser à l'Omnium Banque Nationale du côté de Montréal. Alors, la directrice de l'événement, Valérie Tétrault, elle se plaît en fait à penser qu'après le sacre de Victoria Mboko l'été prochain, peut-être qu'on pourrait voir Félix Auger-Aliassime gagner ici même à Montréal. On peut l'écouter. J'ai envie qu'on remette ça, effectivement, au mois d'août. Et pourquoi pas avec Félix? Pourquoi pas? Il Il joue rarement à la maison. Il a grandi sur les terrains du stade IGA. Je pense que c'est ce qu'il veut, lui aussi. Donc, tous les ingrédients sont là, en tout cas. Maintenant, parlez-moi du président américain qui s'invite dans la chronique des sports ce soir parce qu'il est attendu au 3e match de la finale de la NBA ce soir. Oui, les mesures de sécurité exceptionnelles seront déployées pour la visite de Donald Trump pour le 3e match de la finale de la NBA entre les Knicks de New York et les Spurs de San Antonio. D'ailleurs, il n'y aura pas de rassemblement festif d'amateurs aux abords du Madison Square Garden en raison de la présence de M. Trump. Je te rappelle que les Knicks de New York, qui mènent la série 2-0, sont en quête d'un premier titre de la NBA depuis 1973, une disette de 53 ans. Disons que New York est prêt à célébrer les Knicks, advenant évidemment une victoire face aux Spurs. Maintenant, on va parler de la finale de la Coupe Stanley qui va reprendre demain à Vegas. Oui, une finale qui nous en montre de toutes les couleurs. Il ne faut pas aller se coucher avant la fin de la rencontre, même si ça s'étire en prolongation, comme ça a été le cas samedi dans le match numéro 3, gagné en double prolongation par les Golden Knights de Vegas qui mènent maintenant 2-1 dans cette série. Mitch Marner qui continue d'être excellent. Il a récolté 3 buts et une passe dans le match de samedi. Et là, la grande question, qui sera le gardien partant devant le filet des Hurricanes de la Caroline? Parce que Frédéric Anderson a été envoyé au vestiaire après 40 minutes de jeu, donc dans le match de samedi. Et juste mentionné Dylan Larkin qui a demandé une transaction la semaine dernière. Oui. Tout le monde disait le Canadien doit aller le chercher, mais il y a une liste de 3 équipes puis il fait pas partie. Le Canadien ne fait pas partie de cette liste. Merci de cette pression. Un mot pour dire que c'est le coup d'envoi cette semaine de la Coupe du Monde. Écoute, le Canada est arrivé à Toronto hier, prêt pour son premier match qui sera présenté vendredi contre la Bosnie-Herzégovine. Ce sera présenté d'ailleurs à RDS. Ce sera présenté sur Crave et ce sera présenté également sur Nouveau. Tous les matchs seront présentés sur nos antennes pendant un mois. Manquer. Dur à manquer, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Salut, bye. Bye. Si vous ne savez pas encore quoi manger pour souper, peut-être ça va vous inspirer. Le plus long shawarma du monde a été assemblé au marché Baye. Ça s'est passé à Ottawa hier, donc ça a été confirmé par l'organisme officiel des records Guinness. Le sandwich mesurait 350 mètres de long, 2450 pains pita qui ont été nécessaires pour le préparer. On parle de 2 mois quand même de préparation et de nombreux bénévoles ont mis la main à la pâte. Heureusement, la nourriture a ensuite été remise au berger de l'espoir qui aide les personnes
dans le besoin. Bonsoir, Michel. Allô, Marie-Christine. Alors, ce soir, à quelques jours du début des Franco, il sera question de musique francophone. Oui, tu sais, on parle souvent qu'à Montréal, le français recule. Eh bien, dans ce contexte-là, il y a une nouvelle initiative qui a été lancée cette année. Ça s'appelle Montréal Fête du bruit. C'est porté par les Franco et d'autres organismes, acteurs du milieu culturel. Ça vise à donner plus de place aux Français dans les médias, sur scène également, et pourquoi pas dans les commerces. Et d'ailleurs, Mario Girard de la presse soulevait récemment que c'était assez difficile d'entendre du français quand on magasine au centre-ville de Montréal. Alors, on se demande ce soir, est-ce qu'on devrait obliger les commerces à diffuser de la musique francophone dans les magasins? C'est la question du débat qu'on vous propose ce soir dès 22h30. Merci beaucoup, Michel. Bye bye, bonne soirée. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h. Bye-bye.